Coucou tout le monde, il y a quelques temps de ça, je vous avais fait part de mon envie de créer une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vous présenterai tous les romans en langue chinoise que j'ai lus. J'avais expliqué dans ma vidéo conseil pour apprendre le chinois que lire directement des romans en chinois ou d'autres œuvres en chinois aide énormément dans votre apprentissage du chinois. Donc voilà, chose dite, chose faite, je vais commencer cette nouvelle série de vidéos avec un roman, une fiction chinoise qui s'appelle Story of Yanxi Palace, Yanxi Gonglue en chinois, et que j'adore énormément. Alors ce roman, il a été écrit par deux personnes. La première, Xiao Lianmao, et la deuxième, c'était Zhou Mo. Alors détail important, ceci n'est pas l'œuvre originale. Ce que je veux dire par là, c'est que la fiction est tout d'abord sortie en série télé, en drama. Et comme elle a extrêmement bien marché, cette série, ils ont sorti la version roman quelques temps après. Le plus souvent, c'est le contraire. C'est l'œuvre écrite qui sort avant, et si elle marche bien, elle est adaptée en film ou en drama. Donc étant donné que la série Story of Yanxi Palace a extrêmement bien marché en Chine, ça lui a valu son propre roman, voilà, sa propre version papier. L'histoire se déroule durant la dernière dynastie chinoise, sous la dynastie des Qing, une dynastie tenue par les Mandchous. Cette dynastie a eu au total 12 empereurs, et c'est sous le règne du 6e empereur, le célèbre empereur Qianlong, que notre histoire commence. Wei Yingluo, une jeune adolescente, belle, froide et intelligente, entre au sein de la cité interdite en tant que brodeuse dans l'atelier de couture du palais comme tant d'autres jeunes filles de son âge. Néanmoins, alors que ses camarades rêvent toutes de se faire remarquer et de pouvoir monter les marches de l'échelle sociale, Wei Yingluo n'a qu'une idée en tête, celle de retrouver l'assassin de sa sœur aînée qui a été tuée lorsqu'elle travaillait dans la cité interdite. Mais pour cela, Wei Yingluo a besoin d'un soutien puissant, une personne qui peut la protéger de tous les dangers de cet immense endroit. Elle ne voit qu'une seule personne assez puissante pour ça, le plus grand pilier du harem impérial, la grande et douce impératrice Fucha. Wei Yingluo va user de ses talents de brodeuse pour se faire remarquer par l'impératrice qui va rapidement la prendre avec elle. Ainsi, Wei Yingluo, petite brodeuse, va devenir dame de cour de l'impératrice Fucha et pouvoir ainsi enquêter en toute discrétion. Mais que fera-t-elle quand elle découvrira que le principal suspect du meurtre de sa sœur est en réalité une personne très haut placée et intouchable? Étant donné que la série est sortie avant le roman, je vais d'abord vous parler de la série. C'est un drama chinois de genre historique sorti en 2018. Il a été réalisé par Zhou Mo, qui a également contribué à l'écriture du roman, et il a été réalisé par deux réalisateurs, Hui Kaidong et Wen Deguang. Le drama contient 70 épisodes d'une durée moyenne de 45 minutes chacun. Ça peut paraître long, mais une fois dedans, croyez-moi, vous ne voyez pas passer le temps. Le casting est composé de très bons acteurs comme Wu Jingyan, Shi Shiman, Qin Lan, Nie Yuan, Xu Kai, Tan Zhuo. Les personnages n'ont pas été surjoués comme on peut habituellement le voir dans bien d'autres dramas chinois. Non, là les acteurs ont incarné leurs personnages à la perfection, si bien qu'il m'est bien difficile maintenant de les imaginer en tant qu'acteurs, en tant que personnes et non en tant que personnages. Wei Yingluo est un personnage très intéressant car différent de bien d'autres personnages féminins fragiles que l'on peut retrouver dans un grand nombre de dramas chinois. Ici, notre héroïne est courageuse, très intelligente, calculatrice, et c'est une fille qui marche toute seule. Elle ne fait confiance à personne autour d'elle.
C'est une jeune femme qui ne supporte pas l'injustice et n'hésite pas à prendre la défense des personnes qui lui sont chères, même si elle doit s'en prendre aux concubines ou bien même à l'empereur. Mais bien que celle-ci est attisée par la haine, son cœur va se radoucir en compagnie de la douce impératrice Fucha qu'elle considère comme une grande sœur. Fucha Fuheng est un garde impérial et également le frère cadet de l'impératrice Fucha. Ayant une très bonne relation avec son beau-frère l'empereur Tianlong, Fuheng a le droit de rendre souvent visite à sa sœur aînée dans le harem impérial. Beau, grand, froid et intelligent, Fuheng fait chavirer bien des cœurs sur son passage, mais il reste indifférent à tout ça. C'est un jeune homme qui a des principes, et son seul rêve est de pouvoir un jour servir dans l'armée impériale, et pour ça il y travaille très dur. Donc hors de question de gaspiller son temps avec des amourettes. Mais voilà qu'un jour, une dénommée Wei Yingluo va attirer son attention. Fucha Fuheng va vouloir en savoir plus sur cette intelligente demoiselle et va décider de l'aider dans son enquête. L'impératrice Fucha est une femme très douce, respectueuse, juste, modeste et économe qui, malgré sa santé fragile, fait tout son possible pour faire régner le calme et l'harmonie au sein du harem impérial. Mais constamment attaquée par sa plus grande rivale, la noble épouse Hui, qui est jalouse comme une teigne, l'impératrice doit faire face à de nombreux problèmes. Bien qu'elle ne s'est toujours pas remise de la mort de son petit garçon, elle a le devoir de veiller sur la sécurité des autres concubines et de leur nouveau-né. L'impératrice Fucha va finir par remarquer la jeune et ravissante Wei Yingluo et décide de la prendre dans son palais en tant que dame de cour. L'impératrice voit en Wei Yingluo le reflet de sa propre image avant d'avoir épousé l'empereur et elle veut à tout prix que la jeune femme, qu'elle considère bien plus qu'une simple dame de cour, ait une vie heureuse. L'empereur Tianlong, de son vrai nom Aixin Juelo Hongli, est un empereur très fier qui ne se remet jamais en question. Comment pourrait-il? C'est l'empereur, voyons. Mais bien qu'il règne sur la Chine entière avec intelligence, ce dernier n'arrive pas à voir les fourberies qui se trament entre les murs de son propre palais. Ou plutôt, il ne veut pas les voir. Il n'a pas le temps pour ce genre de choses, il est bien trop occupé à gérer toute la vie politique de l'Empire. Tianlong est donc un personnage partagé entre son devoir d'empereur et son cœur d'homme, et il est malgré lui obligé de faire passer son empire avant ses sentiments personnels. Il sait que ce choix blesse énormément l'amour de sa vie, son épouse l'impératrice Fucha, mais il n'a pas le choix de faire autrement. Il est l'empereur. Il a le devoir de tenir son empire debout et de le faire prospérer. Bien qu'entouré d'une multitude d'eunuques, d'épouses et de subordonnés, c'est à Wei Yingluo qu'il va dévoiler ses craintes de grand souverain. Mais pourquoi elle? Hongli la déteste, elle l'insupporte le plus au point, et c'est réciproque. Il ne comprend pas pourquoi son épouse bien-aimée a pris cette adolescente sous son aile. Elle est trop calculatrice, méprisante, vulgaire, impolie et rebelle, tout le contraire des femmes qu'il apprécie dans la cité interdite. Alors pourquoi se livre-t-il à cœur ouvert devant elle? Cette question le tiraille sans en avoir la réponse. Peut-être faudra-t-il attendre l'explication de l'impératrice. Ce drama a extrêmement bien marché en Chine car il a été extrêmement bien réalisé, ça il faut l'avouer. Aucun détail n'a été délaissé, que ce soit au niveau des décors très fidèles à l'époque, ou que ce soit au niveau des costumes, des accessoires, mais aussi des dialogues, des musiques. J'aimerais vous parler d'un point qui a été soulevé plusieurs fois lors de la diffusion du drama. C'est que la totalité des costumes et des accessoires ont été faits main. En effet, la totalité des costumes et accessoires ont été réalisés par une équipe de brodeurs et de costumiers. Certaines pièces, comme la robe jaune de l'empereur par exemple, a demandé un temps de travail considérable à l'équipe. Il a fallu en effet 6 mois et 6 brodeurs pour la terminer. Et pour vous dire, chaque costume et chaque accessoire sont uniques et sont considérés maintenant comme de vraies œuvres d'art. D'ailleurs, elles portent chacune leur propre nom. Pour la petite anecdote, on dit qu'après avoir su le prix de leurs costumes, les actrices n'osaient plus bouger dedans, de peur d'abîmer leur tenue et de devoir rembourser. Bref, vous l'avez sûrement compris, l'équipe du drama a beaucoup misé sur les accessoires et sur les costumes. Mais qu'en est-il du reste? Personnellement, tout est parfait. Tout d'abord, le filmage est bien travaillé. Les réalisateurs ont opté pour des couleurs qui s'apparentent presque à celles des peintures de Giorgio Morandi, donc très peu de saturation et une haute luminosité, qui donne cette impression de se propulser dans le passé. Les OST ont été merveilleusement bien choisis aussi.
Celle du générique du début par exemple est incroyable. Il s'agit d'un poème en chinois classique qui est chanté comme à l'ancienne. Et je peux vous dire que rien que le générique du début vous met dans l'ambiance. Tout à l'heure, j'ai un peu parlé des décors, mais là je vais un peu plus développer la chose. Comme les costumes et les accessoires, les décors ont été extrêmement bien réalisés. On passe des ateliers de broderie aux ateliers de nettoyage de pots de chambre, à la pharmacie, aux différents appartements du harem impérial, au palais de l'empereur, aux nombreux jardins, salles des gardes, les écuries, etc. On peut y découvrir pas mal d'endroits de la cité interdite. C'est une visite de l'ancien palais impérial chinois si vous voulez. Pour ce qui est de la présentation de l'intrigue, je n'ai pas noté de longueur dans les épisodes. C'est un point très important. L'intrigue est comme tout le reste du drama extrêmement détaillée. On fait allusion aux jésuites qui étaient présents à l'époque. On fait allusion au contexte politique. On y montre les us et coutumes. On y montre les croyances. On y montre les règles à respecter, la manière de parler, la manière de marcher, la manière de vivre tout simplement de l'époque. C'est très intéressant pour avoir un large aperçu sur cette dynastie. Je vous recommande chaudement de visionner ce drama-là si ce n'est pas déjà fait. Vous ne perdrez pas votre temps, je vous l'assure. Et ne vous faites pas avoir, il y a de la romance, certes, mais elle n'est pas fleur bleue. Dans Story of Yanxi Palace, il n'y a pas de scène cucu. Il n'y a pas de scène ridicule comme on peut voir dans de nombreux autres dramas chinois. Pour ma part, c'est grâce à cette série télé-là que je me suis rabibochée avec la dynastie des Qing et plus généralement avec l'histoire de Chine. Donc, allez la visionner. Je sais que cette série-là est disponible sur internet avec les sous-titres anglais et les sous-titres français, mais je ne sais pas où exactement. Je vous laisse le soin de chercher par vous-même. En cherchant des photos du drama pour embellir ma vidéo, je me suis aperçue qu'une deuxième saison est sortie en 2019. Cette saison s'appelle Yanxi Palace Princess Adventures. Désolée de mon accent. Celle-ci reprend l'histoire principale qui se trouve dans le feuillet bonus qui est vendu avec le roman, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors quand j'ai su qu'une deuxième saison était sortie, je suis allée directement la visionner et je n'ai pas été déçue du tout. Cette deuxième saison a également été scénarisée par Zhou Mo et ne fait que 6 épisodes de 45 minutes environ chacun. Voilà, c'est une mini-série. Elle a été réalisée par Yu Zhang qui est resté très fidèle à la première saison. Il a repris les mêmes OST, les mêmes costumes, les mêmes accessoires, les mêmes décors, les mêmes acteurs. Bien sûr, il en a rajouté des nouveaux pour les nouveaux personnages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le téléspectateur ne se sent pas trahi par un changement d'acteur ou un changement de style. Nous retrouvons donc les acteurs Wu Jingyan, toujours dans le rôle de Wei Yingluo, Nie Yuan dans le rôle de l'empereur Qianlong, ainsi que certains seconds rôles de la première saison. Nous découvrons aussi l'actrice Wang Hejun dans le rôle de la princesse Zhao Hua, Xu Xiaonuo dans le rôle de la princesse Se Wan, Wang Yizhi dans le rôle du garde impérial Fu Kang'an et Wang Yuwei dans le rôle du prince mongol La Wang Duerji. Alors cette deuxième saison, elle devait sortir en 2019 en Chine, mais elle n'est jamais sortie sur écran. Pourquoi? On ne sait pas trop. Peut-être est-ce dû au problème du réalisateur Yu Zhang qui a été pris dans un scandale de plagiat. On ne sait pas trop. En tout cas, cette deuxième saison a été vendue à Netflix. Donc si vous voulez la regarder, elle est disponible là-bas. Passons maintenant au roman papier si vous le voulez bien. Intéressons-nous tout d'abord à son aspect extérieur. Alors c'est un roman qui est composé de 2 tomes. Premier Shang, deuxième Xia. Et chacun d'entre eux font environ 300 pages. Puis nous avons le petit livret bonus dont je vous ai parlé à l'instant et qui contient 2 petites histoires. En fait, c'est des petites suites à l'histoire principale. Et ce que j'aime bien dans cette édition,
c'est que à chaque début de tome, ils nous ont mis des photos du drama. Des photos qui sont magnifiques. Voilà. L'acteur a coupé le roman en de nombreux chapitres assez courts. Pour vous donner une idée, un chapitre fait au maximum 4 pages. Donc c'est un format agréable pour un apprenant en chinois. Vous pouvez lire chapitre par chapitre et non vous lancer dans un chapitre extrêmement long et de devoir vous arrêter à chaque fois en plein milieu et finir par perdre le fil de l'histoire. Les tournures de phrases sont assez simples. Il s'agit de chinois moderne et non de chinois classique, ce qui enlève une grosse difficulté pour un apprenant. Donc on peut facilement s'y retrouver avec un bon dictionnaire. Alors bien entendu, l'auteur reprend un registre de langage assez soutenu et d'époque. Donc la plus grande difficulté de compréhension pourrait se reposer sur le choix du vocabulaire et sur les expressions chinoises, les fameux chengyu. Alors l'apprenant lecteur pourrait également se perdre au niveau de la compréhension écrite parce que c'est une intrigue qui se passe quand même il y a 300 ans de ça. Donc si vous ne savez pas un minimum sur la dynastie Qing ou sur le règne de Tianlong, vous pouvez ne pas saisir certaines choses. C'est pour ça que je vous conseille d'abord de vous informer un minimum sur cette époque et de regarder le drama. Pour ce qui est de l'intrigue, le roman est plus concentré sur les personnages principaux et est moins détaillé que le drama. Le drama nous montre de petites intrigues qui peuvent se raccrocher à l'histoire principale. Le roman, lui, ne fait que les effleurer ou n'en parle pas du tout, car ce n'est pas vraiment primordial pour la trame principale. J'ai également noté de petites différences entre le scénario original et le roman. Le roman commence alors que Wei-Lo regarde le cadavre de sa sœur aînée dans son cercueil et se rend compte que celle-ci ne s'est pas suicidée, comme tout le monde le dit, mais qu'elle a été étranglée, elle a été tuée. Alors que cette scène-là, dans le drama, vient bien après et en tant que flashback. Le drama, lui, commence lorsque Wei-Lo entre au sein de la cité interdite, son premier jour dans la cité interdite. D'ailleurs, dans le roman, on apprend que Wei-Lo a usé d'un certain stratagème afin de rentrer dans la cité interdite contre la volonté de son père. Alors, où pouvoir trouver ce roman? Si vous êtes en Chine, c'est extrêmement simple. Vous avez les sites comme Taobao ou Pinduoduo, où vous pouvez aller directement en librairie le chercher. Si vous êtes à l'étranger, c'est un peu plus difficile, mais vous pouvez quand même le trouver sur le site comme Amazon. Vous l'avez en langue chinoise, ou sinon en format Dianzishu, en format électronique. Ensuite, si vous n'êtes pas sinophile et que vous voulez quand même lire le roman, découvrir ce roman-là, il n'est malheureusement pas traduit en français, mais j'ai trouvé tout à l'heure, juste avant la vidéo, que certains sites anglais proposent des traductions. Je pense que ce sont des gens qui traduisent pour le plaisir. Je vais maintenant vous lire un chapitre pour que vous puissiez voir un peu le style du roman. Vous pourrez ainsi vous faire une petite idée sur le niveau de langage employé. Je tiens à préciser que ma prononciation n'est pas parfaite, je vais faire de mon mieux. Et la traduction en français que je vous propose a été faite par mes soins et elle est également loin d'être parfaite. Je ne suis pas traductrice professionnelle. Donc voilà, c'est dit. Allez, maintenant on y va. 第17章初见。我不懂。回来之后，魏璎珞百思不得其解，于是找到唯一能给他答案的人——张嬷嬷。一嫔为什么会死？堂堂一个嫔，被人当众掌嘴，以后还能在宫中立足吗？张嬷嬷一边绣着朵牡丹花，一边淡淡回道：“若是旁人还能忍，但她那性子是出了名的孤傲。换句话说，惠贵妃明知道她性情如此，所以才用这种折辱人的方法对她，迫她受辱自尽。真傻。”魏璎珞面色阴郁，也不知是对她还是对自己说：“
人只有活着才有翻身的机会。若换了我，别说被人掌嘴，就算是被人往脸上吐口水，我也能忍到报仇雪恨的那天。一股冰凉刺骨的恨意透骨而出，刺得张嬷嬷皮肤发麻。她忍不住放下手中绣绷，震惊地看他：“你没什么。”那股恨意来得快，去得也快。只看魏璎珞此刻巧笑嫣然的脸，刚才那股寒意，那股恨意，仿佛都是张嬷嬷的错觉。嬷嬷，我绣好了，您看可以吗？张嬷嬷接过她递来的绣绷，上面一朵白牡丹与她搁在手边没绣完的大红牡丹一起，都是为惠贵妃准备的。这位娘娘从来不干人后，女贵人要做2件新衣裳，她就要做20件。除此之外，还要相配的绣帕与新鞋，全部都要牡丹图案，一色不可重复，一花不可重复，可累杀了绣房的宫女们。最后连张嬷嬷都亲自上阵，才勉强在规定时间内绣完这些花样。不错。张嬷嬷点点头，又看了一眼外头的天色，都这个时候了，你还没吃午饭吧？快去吃。是。魏璎珞乖巧道：“我吃快点，争取早点回来，今夜之前把活干完。”她总是这样善解人意，讨人喜欢。张嬷嬷点点头，心想之前果然是自己的错觉吧。但璎珞出了绣房，却没有去吃饭。她一口也吃不下，一闭上眼就是一双悬在空中的脚，猛然将双眼一睁，璎珞一脚踢在对面的树上。这后宫之中有太多混蛋，偏偏还位高权重，她一个也惹不起，只能将眼前的树当作是他们，一脚一脚踢上去，发泄内心的郁气。大胆奴才！魏璎珞心中一惊，猛然回头，她实在是太专心于发泄内心的郁气了，连身后来的人都没察觉。观其肤色以及其横在肘上的精美拂尘，魏璎珞猜到那是一名地位极高的太监。只听他厉声喝道：“圣驾在此，还不跪下！”圣驾！魏璎珞愣了愣，然后飞快跪在地上，将脸紧紧贴在手背上。奴婢恭请皇上圣安。脚步声缓缓朝他而来，一双黄色的靴子停在他面前，一个漫不经心的男声在他头顶响起：“谁准你上海领摆的？”领摆？璎珞心道不好，一样东西被冠之以领，通常就有了身价，不再是寻常之物了。他怕是闯了大祸，但他此刻也只能装作疑惑道：“奴才斗胆，不知何为领摆。”混账东西，这棵树就是领摆！拂尘指着先前被他踢过的树。大太监训斥道：“御笔亲提领摆2字，你看背后还挂着一块铜牌，往日多少人跪拜都来不及，你竟敢如此伤害！”他还有耐心与璎珞解释，另外一个人却没有那个耐心，或者说没兴趣将时间浪费在一个愚蠢的小宫女身上。拉下去！明黄色靴子缓慢离他而去。杖30。杖30？璎珞不禁脸色发白。30杖下来，不死也去半条命，之后还要耗费大量的时间养病疗伤，他哪有那么多的时间可浪费？更何况受罚是个污点，一个被皇上亲自下令责罚过的人，日后要如何在后宫立足？只怕到时候连于贵人与张嬷嬷都得在表面上跟他划清界限，免得一不留神惹得圣上不快。自此之后，他将在后宫寸步难行。
他绝不容许自己留有这种污点。入宫不久，不是灵摆，不过奴才所为是有原因的。璎珞鬓角轻汗，拼命绞尽脑汁道：“明黄色靴子一听，哦，既然冠之以灵，那就是玄之又玄之物，在这种事上不必讲人间道理。”魏璎珞眼珠子一转，索性咬咬牙道：“奴婢的确不知这是灵摆，不过昨夜一棵老树向奴婢托梦，说他日久于此，身上痒痒，让奴婢来花园寻他，替他挠背。奴婢刚才就是在给他挠痒痒。”大太监冷笑，越说越混账，一棵树怎么给你托梦？魏璎珞等的就是他这句话，当下重重将头一磕，掷地有声。既然柏树有灵，能为皇上遮阳，自然能给奴才托梦。奴才所言句句属实，不敢有半字谎言。大太监被他说得哑口无言，最后只得将目光投向此地唯一一个能做主的人罢了。却听那人漫不经心道：“走吧。”眼角余光处，一双明黄色的靴子从身旁迈过，随之而去的是一双双黑色靴子，一双双白色绣鞋，一把把扣在腰间的佩刀，浩浩荡荡。直至走远，魏璎珞这才松了一口气，浑身酸软地坐倒在地上。逃过一劫，啪！一个暴力子打在他后脑勺上。哎呦！魏璎珞回过头，嬷嬷，你怎么来了？你这小混蛋！张嬷嬷眼上也挂着汗，我一刻不看着你，你就差一点闯出弥天大祸来。被他这样责骂，魏璎珞反而心中一软，这可是皇上亲笔御封的陵墓啊！一边将魏璎珞从地上扶起，张嬷嬷一边解释道：“当年皇上微服私访，时值酷暑，大臣们都汗流浃背，唯独皇上滴汗未有。众人以为怪事，皇上谈起此事，冥冥中仿佛有一颗巨柏，从此进城一路随行，为他遮阳。大家都说这是灵摆之道，皇上出行才特意跟来保驾护航。”他絮絮叨叨这么多，原是想让魏璎珞行事更加谨慎些。在宫里人不好惹，有时候连树都不好惹。我明白了。魏璎珞叹了一口气，定定看着身旁那棵身娇体贵的树，喃喃道：“在此京城里，哪怕是一棵受皇上青睐的树，也比一个不受宠的人强。”另一边，明黄色靴子忽然停了下来，身后的所有靴子都一并停了下来。皇上，大太监疑惑地看着他，朕刚刚想着朝廷里的事儿。弘历缓缓道。大太监做出洗耳恭听状，所以一时半会儿没反应过来。弘历缓缓转过头，树影摇曳，一滴滴光点透过树叶的缝隙落下，如同金色的雨水洒在他身上脸上。他忽然笑道：“现在仔细想想，区区一个小宫女，灵摆凭什么给她托梦啊？”万岁爷您才反应过来呀！大太监心里这样想，面上却同仇敌忾，做出一副同样刚刚反应过来的模样，咬牙切齿道：“对，奴才也才反应过来，那小丫头张口就是个谎，还一套一套的，该抓抓了就杀。你还记得她长什么样吗？”弘历双手背在身后，淡淡问道。大太监愣了愣，然后绞尽脑汁地回忆起来，想不起来吧？弘历淡淡道。宫女都穿得一模一样。他又立刻跪在地上，整张脸都贴在手背上，
抬都没抬下。大太监目瞪口呆，这，他是故意的。后宫女子都在追求一个露脸，谁会想到，居然还会有人拼命将自己的脸给藏起来。如今水入大海，夜入丛林，想再找他，只能靠声音去分辨了。弘历望着御花园里摇曳的树林，慢悠悠道：“李煜，趁着现在你还记得他的声音，去把人给朕找出来吧。对了。”想了想，他又补了一句，似笑非笑道：“找到之后，先别弄死，给朕送来。” Maintenant, passons à la partie histoire. Je suis tombée sur une émission chinoise sur YouTube dans laquelle Monsieur Li Yin, directeur de recherche et directeur adjoint du Qingdonglin Museum, qui est le tombeau est des Qing, le complexe funéraire le mieux conservé de Chine, était l'invité. Durant son interview, Monsieur Li répond à certaines questions intéressantes au niveau du drama, des différences entre la fiction et la réalité. Donc je vais vous piocher un peu quelques informations de cette émission-là et je vais vous résumer un peu ce qui s'est dit. De toute façon, je vous mettrai le lien de cette vidéo-là en description s'il y a des cinéphiles qui sont intéressés. Malheureusement, je ne pense pas qu'il y ait des sous-titres anglais ou français sous cette vidéo-là. Les questions posées à Monsieur Li Yin sont principalement tournées sur les faits historiques réels. Donc Monsieur Li Yin parle des vrais personnages historiques et non des personnages fictifs, bien qu'il fasse quelques comparaisons. Donc historiquement parlant, il n'y a évidemment pas de spoil, mais au niveau de la romance amoureuse de Story of Yanxi Palace, il peut y en avoir. Donc si vous voulez découvrir l'œuvre fictive avant les faits historiques, si vous ne voulez pas vous faire spoiler, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause et d'aller visionner le drama ou de commencer à lire le roman. Et ensuite vous revenez me voir pour voir la comparaison entre la fiction et les faits historiques. Ok, on fait ça? Pour ceux à qui cela ne nous dérange pas, continuons et passons aux faits historiques. Est-ce qu'une personne répondant au nom de Wei Yingluo a bel et bien existé au sein de la cité interdite sous le règne de l'empereur Qianlong? Alors d'après Monsieur Li Yin, il n'y aurait eu personne répondant à cette appellation dans la cité interdite à cette époque-là, sous le règne de l'empereur Qianlong. Cependant, il y avait effectivement une dame Wei. Et c'est donc cette femme-là qui a inspiré le scénariste Zhou Mo pour créer son héroïne, la personnage de Wei Yingluo. Dans les faits historiques, Dame Wei faisait partie d'une famille Han. Elle faisait partie de la minorité Han et non Manchu. Et sa famille faisait partie de la caste des serviteurs du 6e rang. Au total, il y avait 9 rangs. La jeune femme venait donc d'une famille très modeste avec un statut social relativement bas. Comment Dame Wei a-t-elle réussi à obtenir les bonnes grâces de l'empereur Qianlong? Il faut tout d'abord savoir que la jeune femme est rentrée au sein du palais impérial après l'ascension de Qianlong sur le trône. Elle ne faisait pas partie des femmes de Qianlong quand celui-ci était encore prince héritier Bao. Et lorsque la jeune femme est rentrée au sein du harem impérial, ce n'était qu'avec le rang de noble dame. La hiérarchisation des concubines impériales durant la dynastie Qing était ainsi: impératrice, Huang Ho, noble épouse impériale, Huang Guifei, noble épouse, Guifei, épouse, Fei, concubine ou favorite, Pin, noble dame, Guiren, préposée, Changzai, répondant présente, Dai Yin, et Guan Nuzi, qui n'était pas un titre officiel, c'était un titre donné aux servantes qui étaient aimées par l'empereur. Donc vous voyez, quand Dame Wei est rentrée au sein du harem impérial, elle n'était qu'au 7e rang. Au total, il y en a 9. C'était donc un rang relativement bas. Et en tenant compte de son jeune âge, elle avait 16 ans de moins que l'empereur Qianlong, elle n'aurait pas pu faire partie des femmes, des épouses de Qianlong quand celui-ci était encore prince héritier Bao. Elle aurait été bien trop jeune à l'époque. Il y a eu au total 3 impératrices qui se sont succédées sous le règne de Qianlong, mais en réalité, il n'y en a eu que 2. Je vais vous expliquer ça. La première fut l'impératrice Fucha,
qui était l'épouse principale de Qianlong quand il était encore prince héritier. La deuxième fut l'impératrice Nala, qui était la seconde épouse de Qianlong quand celui-ci était encore prince. Or, Dame Wei est devenue l'une des femmes de Qianlong bien plus tard, lorsque celui-ci était déjà empereur. Et en réalité, elle n'a jamais été impératrice, du moins de son vivant. Elle est devenue noble épouse impériale à la 30e année de règne de Qianlong et elle a régné à partir de là sur le harem impérial à la place de la défunte impératrice. Lorsque Qianlong a cédé son trône à son fils Jiaqing durant sa 60e année de règne, celui-ci, Jiaqing, qui est également le fils de Dame Wei, a voulu donner à sa mère le titre de impératrice. Malheureusement, celle-ci est morte durant la 40e année de règne de l'empereur Qianlong. C'est donc un titre donné post-mortem. Mais peu importe son titre, elle a quand même régné comme une impératrice sur le harem impérial de la 31e année de règne jusqu'à la 40e année de règne de Qianlong, soit de 1766 à 1775. C'est déjà pas mal. Est-ce que Dame Wei était aussi manipulatrice, calculatrice? Avait-elle un caractère aussi explosif que le personnage de Wei Yingluo? Déjà, son statut social, son identité même n'était pas vraiment remarquable au sein de la cité interdite. Ses ancêtres étaient de petits servants. Elle devait donc faire certainement très attention à son comportement. Ce devait être une personne assez prudente. Elle n'avait ni la qualification ni la capacité de se vanter. Donc il est très difficile qu'elle soit comme le personnage de Wei Yingluo dans Story of Yanxi Palace. Dans ses écrits, Qianlong la décrit comme une femme ayant un caractère doux et honorable. C'est donc un bon caractère. On peut bien croire la description faite par Qianlong, elle devait sûrement être comme ça. Elle n'avait pas d'autre choix que d'être comme ça. Étant donné son milieu familial, si elle n'avait pas été douce et belle, qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire? Néanmoins, elle ne devait pas avoir qu'un caractère doux et honorable comme Qianlong l'avait décrite. Sinon, comment elle aurait pu monter les marches de la pyramide aussi rapidement? La description douce et honorable faite par Qianlong montre que c'était une femme qui n'avait pas de grandes ambitions, une femme qui ne cherchait pas à tout prix à élever son rang, son statut social. Mais comment ne pouvait-elle ne pas avoir d'ambition? Elle en avait, bien sûr, et ces ambitions-là étaient difficiles à atteindre. Son rang est passé de noble dame à concubine, à épouse, à noble épouse, pour ensuite passer à noble épouse impériale en l'espace de 10 années seulement. Mais cela ne lui suffisait pas, car son but ultime était de mettre son fils sur le trône impérial. Avoir cette ambition-là était impensable pour les autres concubines et même pour l'impératrice, parce que avoir cette pensée-là pouvait entraîner de gros ennuis pour soi-même. Mais Dame Wei a osé avoir ce genre de pensée, d'avoir ce genre d'ambition. Donc elle n'avait pas seulement un caractère doux et honorable comme Qianlong le pensait. Elle était également très ambitieuse. Après son recrutement au sein de la cité interdite, qui Dame Wei serait-elle allée servir? Dans l'œuvre fictive Story of Yanxi Palace, Wei Yingluo devient une dame de cour de l'impératrice Fucha. Cependant, passant par des déductions logiques, la vraie Dame Wei aurait plutôt servi l'impératrice douairière, la mère de Qianlong. Celle-ci devait avoir beaucoup d'estime pour la jeune femme et ce devait être elle qui était le fameux soutien derrière Dame Wei. C'est donc avec cette raison-là que la jeune femme a pu devenir concubine, l'une des concubines de l'empereur Qianlong. Puis, à voir son jeune âge, elle n'aurait pas vraiment pu être une servante, une dame de cour de l'impératrice Fucha. Elle était certes plus jeune, mais pas de beaucoup non plus. Donc, partant de ce principe, l'impératrice douairière l'aurait présenté à son fils, et c'est donc ainsi que Dame Wei aurait pu rentrer dans le harem impérial. Puis, toujours avec le soutien de l'impératrice douairière, Dame Wei aurait pu ainsi monter les échelons assez rapidement. Quelles conditions devaient avoir les concubines pour gagner les faveurs de l'empereur? La toute première condition était d'avoir une personne influente derrière soi, une branche solide sur laquelle se reposer, une personne ayant le moyen de vous mettre en avant. Si vous n'aviez aucun soutien derrière vous, vous n'auriez pas eu de chance de croiser l'empereur ou de vous
vous faire remarquer. Et même s'il pouvait vous remarquer, il se serait arrêté, il vous aurait regardé 2 minutes, oh elle est jolie, puis il aurait continué son chemin. Les jolies filles étaient nombreuses au sein de la cité interdite. Donc si on ne lui présentait pas de femme, l'empereur ne perdait pas son temps à s'arrêter devant une fille qui n'avait aucun soutien derrière elle. Ça n'en valait pas la peine. Et puis ça pouvait être dangereux pour la jeune fille en question. Donc avec cette condition, revenons à Dame Wei, si elle était dame de cour au service de l'impératrice douairière, c'était assez facile de se faire remarquer par l'empereur. L'impératrice douairière étant la branche solide de Dame Wei, elle aurait pu approuver la possible relation entre son fils et la jeune fille. Ça, c'était la première condition. La deuxième condition est la femme elle-même. Elle devait être au goût de l'empereur. Avoir un caractère doux et honorable comme Dame Wei était très apprécié à l'époque. D'ailleurs, l'empereur Qianlong n'arrêtait pas de vanter Dame Wei pour ça. Mais avoir ce seul caractère doux et honorable ne suffisait pas à survivre au sein de la cité interdite. Si une femme n'avait que ce caractère-là, elle se serait rapidement fait manger par ses rivales. Attention toutefois, une femme avec un caractère aussi explosif que le personnage de Wei Yinluo était impossible. Il y avait de nombreuses règles strictes à respecter au sein de la cité interdite, dont même l'empereur et l'impératrice douairière devaient s'y soumettre. Ils devaient tous faire attention à leur façon de parler, de marcher, de manger. Il y avait des règles aussi pour aller à la selle. Pour le kiku aussi, il y avait des règles vraiment pour tout. Donc un personnage comme Wei Yinluo, non, ça ne pouvait pas exister. Troisième condition, l'âge bien évidemment. Dame Wei avait donc 16 ans de moins que l'empereur Qianlong et c'est à 16 ans qu'elle est rentrée en service dans la cité interdite. C'est quelques années plus tard qu'elle a obtenu les faveurs de l'empereur. Elle était donc bien plus jeune que l'impératrice Fucha et les autres épouses de l'empereur Qianlong qui devaient avoir dans la quarantaine, 40-45 ans. Son jeune âge a donc joué un rôle important. Vers 30 ans, Dame Wei était une femme belle, une femme mûre, et elle a sûrement usé d'un bon nombre de procédés pour complètement hypnotiser l'empereur Qianlong. Donc l'âge était une condition qui pouvait ou non jouer en votre faveur. Quatrième condition, donner des successeurs. Dame Wei a donné naissance à plusieurs reprises, c'est aussi un point très important. Elle a accouché une première fois lors de la 21e année de règne de Qianlong, puis l'année suivante, elle est tombée enceinte une deuxième fois. C'est bien simple, à partir de la 21e année de règne de Qianlong jusqu'à sa 31e année de règne, Dame Wei a donné naissance au total à 6 enfants, 4 garçons et 2 filles. Et l'un des fils est devenu le successeur au trône, le prochain empereur Jia Qing. Dans l'œuvre fictive, il y a un triangle amoureux entre le personnage de Wei Yinluo, l'empereur, et Fucha Fuheng. Est-ce que ce fait aurait pu réellement se produire? En étudiant les faits historiques, on se demande vraiment comment Fucha Fuheng et même Hongzhou, qui était le frère cadet de l'empereur, auraient pu à leur guise faire des allers-retours dans le harem impérial. C'était l'endroit le plus interdit du palais. C'était l'endroit où vivaient les nombreuses femmes de l'empereur. Donc à part les servantes et les eunuques en service dans le harem impérial, aucun autre homme était autorisé à entrer au sein de ces murs, à part bien sûr l'empereur. Alors comment d'autres hommes auraient pu faire des allées-venues dans le harem impérial et même y entretenir des relations amoureuses? C'était tout bonnement impossible. Prenons un exemple, ne parlons pas de Fuheng. Au mois d'avril de la 29e année de règne de l'empereur Kangxi, l'empereur Kangxi était le grand-père de l'empereur Qianlong, la princesse aînée a quitté la cité interdite pour se marier et donc est allée s'installer dans sa nouvelle famille. Peu après son mariage, elle a voulu retourner à la cité interdite, au harem impérial, pour rendre visite à sa mère puis aux autres concubines qu'il avait élevées. Mais prise par le temps, elle n'a pas, comme voulait la règle, préalablement demandé l'autorisation à son impérial de père et est rentrée directement dans le harem impérial visiter sa famille.
Lorsque l'empereur Kangxi a été mis au courant à l'entrée du harem impérial, il est rentré dans une rage folle. L'entrée dans le harem impérial est interdite. La princesse s'est déjà mariée, elle a déjà quitté sa vie au palais. Elle est dans l'obligation de demander mon autorisation dès son entrée à la cité interdite et d'attendre ma réponse pour franchir ou non les portes du harem. Le règlement est ainsi pour tout le monde. Après cet incident-là, cette règle est devenue l'une des règles les plus importantes de la cité interdite. Donc lorsque les princes et les princesses quittaient leur vie au sein de la cité interdite, il était difficile pour eux de revenir au palais ou de revenir au harem impérial pour visiter leur mère. Il fallait obligatoirement avoir l'autorisation de l'empereur. Et si quelqu'un était pris entre les murs du harem impérial sans autorisation, il était condamné pour une faute très grave. Alors on imagine bien que les chances que Fu Rong et Hong Zhou puissent entrer comme bon leur semble au sein du harem impérial étaient inexistantes, impossibles. L'impératrice Fucha avait quel caractère en vérité? Était-elle aussi douce, juste et économe que dans Story of Yanxi Palace? Qianlong avait un énorme respect pour l'impératrice Fucha et il y avait énormément de politesse entre ces deux individus. Alors pourquoi Qianlong avait-il tant de respect pour elle? Était-elle mieux qu'une autre? Tout d'abord, elle venait d'une très grande famille mandchoue dont ses ancêtres avaient aidé à l'ascension de la dynastie des Qing. Et ça, Qianlong y apportait une grande importance. Deuxièmement, l'impératrice Fucha était très économe et détestait le gaspillage. Elle préférait revêtir des tenues assez modestes, de se parer de bijoux pas tape à l'œil. Et ce point-là, il est très bien représenté aussi bien dans le roman que dans le drama. Dans le drama, on peut noter que l'impératrice Fucha porte dans ses cheveux des fleurs faites de feutrine et de velours, alors que toutes les autres concubines, elles, sont parées de broches en or, de jade. La question d'être économe était souvent abordée par les différents empereurs de la dynastie des Qing. Cette caractéristique était indispensable pour une impératrice. Avant leur ascension, les Mandchous ont traversé de longues périodes difficiles dans le nord-est de la Chine. Donc être économe et simple était comme rendre hommage aux ancêtres. Et les ancêtres, Qianlong y a accordé une importance toute particulière, tout comme les coutumes et les croyances mandchoues. Pour revenir à l'impératrice Fucha, c'était une femme qui devait très certainement aimer son époux car elle en prenait grand soin. Un jour, Qianlong est tombé malade, il a eu une éruption cutanée sur tout le corps et le médecin impérial avait estimé qu'il fallait au moins une centaine de jours avant que la maladie ne puisse disparaître. L'impératrice Fucha avait donc tenu à s'occuper elle-même de son époux. Malheureusement, la vie a été cruelle envers le couple impérial. De leur union sont nés 4 enfants, dont 2 garçons qui sont morts prématurément de la petite variole. La mort de son deuxième petit garçon a plongé l'impératrice Fucha dans une grosse dépression. Et pour remédier à cela, Qianlong avait organisé un voyage dans le sud de la Chine, à Hangzhou, pour un peu changer les idées de son épouse. Malheureusement, elle a pris froid dans le bateau et elle a fini par mourir de tristesse et de maladie 2 mois après le décès de son petit garçon. Elle avait à peine 36 ans. Alors les pertes prématurées de son épouse et de ses 2 garçons ont profondément affecté l'empereur Qianlong qui, on dit, ne s'est jamais réellement remis. D'ailleurs, on remarque que Qianlong a radicalement changé de caractère après la mort de l'impératrice Fucha. Durant la première période de son règne, Qianlong était vu comme un gentil empereur. Mais après la mort de sa première épouse, il a complètement changé de personnalité. Il est devenu extrêmement sévère. Ce changement de caractère est dû à l'épisode des funérailles de l'impératrice Fucha, durant lequel un certain nombre de fonctionnaires et de servants n'ont pas respecté les rituels de deuil. Qianlong avait par ailleurs fait exécuter tous ceux qui n'avaient pas respecté ce deuil national. Pour quelle raison Qianlong avait-il renié sa deuxième impératrice, l'impératrice Nala? Alors on voit que dans la fiction Story of Yanxi Palace, la deuxième impératrice, l'impératrice Nala, a fini par être destituée par Qianlong. Pour quelle raison Qianlong a-t-il renié sa deuxième impératrice?
l'impératrice Nala est la concubine Xian dans Story of Yanxi Palace et Rui dans Rui's Royal Love in the Palace. Bien sûr, on la retrouve également dans d'autres fictions comme le drama Huangzhu Gege. En réalité, l'impératrice Nala a eu beaucoup de chance de pouvoir accéder au titre d'impératrice. Elle faisait partie des épouses de Qianlong lorsque celui-ci était encore prince héritier Bao. Donc la différence d'âge entre l'impératrice Fucha et Nala n'était pas vraiment énorme. Elle devait avoir 5 ou 6 ans de différence. Donc normalement, si l'impératrice Fucha n'était pas morte aussi rapidement, l'impératrice Nala n'aurait jamais eu la possibilité d'accéder au titre d'impératrice. C'est donc à partir des funérailles de l'impératrice Fucha que la chance a souri à la future impératrice Nala. Et elle n'a pas eu à faire quoi que ce soit. C'est l'impératrice douairière qui s'est occupée de tout. En suivant l'ordre hiérarchique du harem impérial, Nala était la seconde épouse de Qianlong. Il était évident que s'il arrivait quelque chose à la première impératrice, ce serait Nala qui prendrait sa place. C'est donc l'impératrice douairière qui a propulsé Nala sur le devant de la scène. Mais Qianlong a tout d'abord refusé de la prendre comme impératrice. Il s'était d'ailleurs disputé avec sa mère pour ça. Je viens de perdre mon impératrice bien-aimée, je suis en pleine funérailles, je n'ai pas la tête à m'occuper d'autre chose. Et en plus, comment je pourrais transformer un événement aussi triste en un événement joyeux en prenant une nouvelle impératrice sur le champ? Je veux faire mes 3 ans de deuil. L'impératrice douairière avait finalement accepté la demande de son fils à une condition, c'est de nommer Nala noble épouse impériale afin qu'elle puisse régner sur le harem impérial durant ces 3 années de deuil. C'est comme ça que cette femme a eu sa chance. Elle est devenue impératrice lors de la 15e année de règne de Qianlong. Et s'il n'y avait pas eu les événements futurs, elle aurait pu garder sa place d'impératrice toute sa vie. C'est un voyage qui était au départ joyeux qui a changé radicalement le destin de Nala. Durant la 30e année de règne de Qianlong en 1765, celui-ci et sa cour partent pour la 4e fois dans le sud de la Chine, notamment à Suzhou et à Hangzhou, en voyage de plaisance. Mais voilà qu'un matin, après le petit déjeuner, alors que tout le monde profitait pleinement de son voyage, Qianlong avait annoncé vouloir tenir une réunion de famille. L'impératrice Nala était très étonnée, personne ne lui avait dit quoi que ce soit, et le seul sujet de cette réunion était l'ascension d'une personne, nommée Dame Wei, noble épouse impériale Ling. En apprenant cette nouvelle, l'impératrice Nala a encaissé le coup, comme on dit, mais elle n'avait rien laissé paraître. Comme je vous l'ai montré précédemment, il y a un total de 8 rangs dans la hiérarchisation du harem impérial sous la dynastie des Qing, et le rang juste en dessous de l'impératrice est justement celui de noble épouse impériale. Mais normalement, ce titre n'était pas accordé s'il y avait déjà une impératrice, car c'était une atteinte directe à l'impératrice et à son pouvoir de gérance. Donc si on y réfléchit bien, c'était Dame Wei qui était derrière tout ça. Le geste que l'impératrice Nala a fait par la suite n'a pas été fait sur un coup de tête. Ce qui a perturbé psychologiquement l'impératrice Nala n'est pas le fait que Dame Wei devienne noble épouse impériale Ling en soi, c'était pas ça. L'impératrice Nala avait déjà 48 ans, donc elle était beaucoup plus vieille que Dame Wei, mais ce n'est pas cet écart d'âge qui aurait poussé l'impératrice à faire un tel acte. Il y avait bien entendu d'autres enjeux. Ce qui l'a réellement poussé à faire ça, c'est la question de succession au trône impérial. Si on passe par élimination des différents candidats au trône, il nous reste plus que 2 princes potentiellement capables de succéder à l'empereur. Le 12e prince, qui est le fils de l'impératrice Nala, et le 15e prince, qui est le fils de Dame Wei. Et c'est justement pour ça que Dame Wei a visé le rang de noble épouse impériale. Elle voulait que son fils, le 15e prince, succède à son père. Et pour cela, elle était bien obligée d'entamer des rivalités avec l'impératrice. Et bien sûr, c'est Dame Wei qui a remporté la bataille. Alors qu'est-ce que l'impératrice Nala a pu bien faire pour sceller son triste destin? Elle s'est coupé les cheveux, et plus exactement une mèche derrière l'oreille, près de l'oreille. Et c'est précisément ce geste-là qui l'a conduite à sa perte. Il faut savoir que dans la Chine ancienne,
les femmes, les esclaves et certains sujets d'un souverain étaient sacrifiés pour continuer à le servir dans l'au-delà. Ce n'est qu'à partir de la 12e année de règne de l'empereur Kangxi que celui-ci a fait abolir cette coutume, en remplaçant ce sacrifice par une coupe de mèche, celle près de l'oreille donc. Donc cet acte-là, il était appelé Yi Fa Dai Tou, qu'on peut traduire par une mèche en remplacement d'une tête. Bon, peut-être qu'il y a une meilleure traduction possible, mais là, il n'y a rien qui me vient en tête, à part un cheveu. Vous commencez à comprendre pourquoi cette coupe de cheveux a tristement scellé le destin de l'impératrice Nala? Ce geste revenait à maudire l'empereur et l'impératrice douairière. Et oui, car à part la mort de son époux ou la mort de sa belle-mère, elle n'aurait pas eu besoin de se couper les cheveux, de faire cet acte de deuil, on va dire. En faisant ça, elle considérait que son époux ou sa belle-mère, l'impératrice douairière, était mort. Quelle infamie! Mais attention, elle n'a pas fait cet acte-là devant tout le monde, en faisant une grande scène, à crier, tout ça, comme on peut le voir dans de nombreuses séries télé ou de films. Non, là, elle est sortie de la réunion, elle est rentrée dans ses appartements, très calme, très calme. Elle a demandé à ses servantes de sortir, de la laisser toute seule. Ensuite, elle s'est posée devant sa coiffeuse. Elle a enlevé une à une les pinces de ses cheveux. Elle a détaché sa longue chevelure. Elle s'est saisie d'une paire de ciseaux et clac! Ça s'est su très rapidement. Et elle voulait que ça se sache. Alors en apprenant ça, l'empereur Qianlong, vous pouvez bien l'imaginer, était complètement furieux. Et il avait pris des mesures décisives sur le champ. Il avait renvoyé l'impératrice Nala à Pékin, à la cité interdite. Il lui avait dit, si c'est comme ça, tu ne continues pas le voyage avec nous, il est hors de question que tu restes. Tu retournes vite fait au palais, hein, dans ton palais, là tu t'enfermes dedans, je ne veux plus te voir. Donc une fois arrivée à la cité interdite, l'impératrice Nala s'est fait enfermer à l'arrière du palais Ikun. Et cet endroit est devenu un peu son palais du froid. Alors qu'est-ce que c'est le palais du froid? Je vais faire une petite parenthèse. Alors le palais du froid est un emplacement dans la cité interdite qui n'est pas fixe, hein. Si vous allez visiter la cité interdite, vous n'allez pas voir un palais avec marqué palais du froid. Non. C'est un palais qui a été abandonné, dont plus personne ne se sert, qui est laissé pour abandon. Et c'est là où les concubines de l'empereur vivent lorsque celui-ci ne les aime plus ou quand celles-ci ont fait quelque chose de très grave que l'empereur ne peut pas pardonner. Fin de la parenthèse. Lorsque Qianlong est revenu de son voyage, il retira tous les titres de l'impératrice Nala. Alors il retira le titre de concubine sienne, il retira le titre de noble épouse impériale et d'impératrice. Ce qui fait que Nala n'a plus aucun statut social, elle n'a plus aucune identité. Elle va vivre donc comme ça dans son palais froid pendant 1 an environ. Et c'est le 14 juillet de la 31e année de règne de Qianlong qu'elle va finir par mourir de maladie dans ce palais-là abandonné. Et lorsque Nala est morte, Qianlong n'était pas présent dans la cité interdite. Il était, je crois, en voyage ou à chasser, je ne sais plus. Et lorsque celui-ci a été mis au courant de la mort de son ancienne impératrice, il n'est pas revenu au palais pour les funérailles. Il a demandé à son fils de s'en occuper à sa place. Alors, il y a eu peu de personnes qui ont préparé ces funérailles. Tous les matériaux utilisés pour le cercueil, pour les couffins, pour la tenue, c'était des matériaux de mauvaise qualité. Et ensuite, il n'y a eu que 64 personnes présentes aux funérailles, ce qui était complètement ridicule par rapport au nombre habituel. L'impératrice Nala n'a également pas eu de titre post-mortem comme le voulait la tradition. Et d'après ce qu'on dit, Qianlong a fait détruire tous les portraits de cette femme-là. Donc le portrait que vous avez eu de l'impératrice Nala tout le long de la vidéo n'est pas un portrait officiel. On a retrouvé ce portrait avec le nom d'une autre concubine de l'empereur inscrit dessus. Mais en comparant ce portrait avec un autre portrait de cette fameuse concubine, les historiens ont conclu qu'il ne s'agissait pas de la même personne et que donc il s'agirait en réalité de la deuxième impératrice, l'impératrice Nala.
Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai donné envie de lire le roman, de regarder le drama et pourquoi pas aussi de vous donner l'envie d'apprendre davantage sur la dynastie des Qing et sur le règne de Tian en particulier. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça a été un énorme travail pour moi parce que c'est ma première vidéo de ce genre. J'ai beaucoup travaillé sur le brouillon, j'ai fait plusieurs tentatives de filmage avant celle-ci. Donc c'était un gros boulot pour moi, mais ça me plaît parce que je suis fascinée par ce roman et je suis fascinée aussi par cette époque historique. Voilà, je n'ai rien à rajouter. Merci, et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo et que ça vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ouais, bye bye.